Bonjour à tous. On va commencer donc, pour notre présentation sur la gestion des terres excavées. Donc, je suis Noémie Dubrac, je travaille au BRGM, donc le service géologique national, dans l'unité sites sols et sédiments pollués. Et j'ai une spécialité donc, sur tout ce qui est la gestion des terres excavées. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis Samuel Coussy du BRGM aussi. Je travaille avec Noémie et je suis chef de projet sites et sols pollués et économie circulaire. Et aujourd'hui, on va vous parler de gestion de terres excavées, donc ce qu'on a intitulé gestion des terres excavées 3.0 pour mettre en avant les outils numériques notamment qui peuvent aider à la gestion des terres excavées. Voilà, donc une présentation en 2 temps, on va se passer la parole avec Noémie. Voilà, donc on va présenter quelques éléments de contexte tout d'abord. Alors, les terres excavées, déjà, de quoi parle-t-on? Donc déjà, j'ai pris 3 petites images. Donc quand la terre, en fait, elle est en place, on parle surtout de sol. Donc c'est le sol qui est présent dans nos villes, dans nos campagnes. Et dès qu'on va avoir un chantier, notamment un chantier d'aménagement, on va être amené à sortir des terres de notre site. Et donc on va les excaver. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de terres excavées. C'est au moment du chantier où elles vont sortir, et notamment de sortir du site. Et c'est en sortant du site, donc notre 3e petite image, que là ça va commencer à poser des problèmes parce que nos terres, elles vont être considérées comme des déchets. Et du coup, on va devoir les gérer comme des déchets. Et c'est toute la problématique en fait de la gestion des terres excavées, c'est que elles vont avoir un impact au moment de la sortie de leur site, et donc on va devoir les gérer convenablement et en respectant certaines obligations. Les producteurs ont des obligations vis-à-vis de l'ensemble de leurs déchets et donc aussi des obligations vis-à-vis des terres excavées. En France, les terres excavées, c'est le plus gros déchet en termes de volume. C'est 130 millions de tonnes qui sont excavées et sorties du site chaque année. C'est plus de la moitié en volume des déchets du BTP, de déchets inertes. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? À peu près un tiers de ces déchets part en décharge, en installation de stockage de déchets, notamment inertes. Il y a un tiers de ces terres excavées qui sont utilisées en remblaiement de carrière, donc qui est considéré comme de la valorisation. Et un autre tiers qui essaye d'être valorisé, et notamment dans des projets d'aménagement ou aussi en technique routière. Donc en termes de collectivité, vous pouvez avoir vous êtes confronté justement à ces terres excavées à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sera en tant qu'ensemblier urbain, donc tout ce qui est gestion de votre territoire. Et c'est important que vous appréhendiez bien le flux des terres excavées sur le territoire. Connaître là où il y aura le plus de terres qui vont être produites sur certaines zones. À l'inverse, il y a d'autres zones qui vont avoir besoin de terres, et notamment des terres végétales. Toutes les zones qui sont en construction ou en renaturation, là, on va plutôt chercher à avoir des terres, plutôt des terres fertiles, ou on va chercher à renaturer certains espaces. Et à d'autres endroits, par contre, on va avoir beaucoup de projets d'aménagement avec beaucoup de terres qui seront excédentaires, et on ne saura pas forcément quoi en faire. Donc c'est pour ça que vous, c'est important que vous appréhendiez bien les besoins sur le territoire, pour que vous puissiez accompagner les acteurs privés, et éventuellement, par exemple, mettre à disposition des plateformes, peut-être sur des friches qui ne sont pas utilisées. Et donc vous pourrez mettre à disposition ces plateformes pour justement faire des stocks tampons, par exemple, entre les besoins et les besoins d'évacuer des terres et les besoins justement de récupérer des terres. Donc ça peut être une des solutions que vous pouvez proposer en tant qu'ensemblier urbain. Un autre besoin que vous pouvez avoir, c'est la connaissance géochimique du territoire. Donc c'est ce qu'on appelle les fonds pédogéochimiques. Et ça, de manière très très simplifiée, c'est savoir ce qu'il y a dans nos terres, à quel endroit. Savoir s'il y a naturellement des métaux dans les terres et à quelle teneur. Mais ça peut aussi être des produits qui vont être plutôt anthropiques, donc c'est-à-dire dus à l'homme. Il y a certaines collectivités qui sont en train de faire leur fonds géochimiques, par exemple en PFAS, pour savoir quelles sont les teneurs de ces polluants éternels dans leur sol, pour justement appréhender au mieux, avant d'excaver, etc., les teneurs dans ces terres, et savoir ce qu'on pourra en faire
et si on peut les réutiliser ou pas. Donc ça peut être un besoin voilà, à l'échelle d'une collectivité ou d'une métropole. Mais vous pouvez aussi avoir des besoins relatifs aux terres excavées en tant que maître d'ouvrage. En fait, sur tous vos chantiers, dès que vous allez produire des terres excavées, vous allez devenir producteur de terre. Et dans ce cas-là, vous allez avoir pas mal aussi d'obligations. Comme ce sont des déchets, vous allez devoir respecter certaines obligations. Et donc l'objectif pour vous, ça va être d'optimiser les projets le plus en amont possible pour avoir le moins possible de terres excavées, parce que les terres excavées, ça coûte cher. Ça coûte cher à excaver, ça coûte cher à transporter, ça coûte cher à traiter éventuellement et à gérer ensuite. Vous avez une obligation due au Code de l'environnement de caractériser vos terres qui vont être produites. Caractériser, ça veut dire combien j'en ai et ce qu'il y a dedans, parce que vous devez caractériser vos déchets. Vous devez leur trouver un exutoire. Alors un exutoire, ça peut être éventuellement chercher une forme de valorisation. C'est pareil, le Code de l'environnement vous dit que vous devez essayer de chercher à valoriser avant de les mettre en installation de stockage. Donc ça va être une de vos obligations. On retrouve également une problématique qui est de plus en plus prégnante, c'est les espèces exotiques envahissantes. Maintenant, il y en a de plus en plus sur les territoires. Il y a de plus en plus de territoires qui sont concernés. Et ça, c'est aussi une de vos obligations, c'est de limiter la propagation de la dissémination de ces espèces exotiques envahissantes. A l'inverse, quand vous êtes plutôt en phase d'aménager, vous allez souvent avoir besoin de terres fertiles. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les terres? Donc, il y a certaines zones en France où il y a presque plus de terres fertiles. Donc, on va ensuite voir tout à l'heure comment on peut gérer ce problème. Une autre obligation qui est réglementaire et assez récente, c'est depuis 2021, vous êtes obligé de déclarer vos flux. Donc ça, c'est une obligation qui est réglementaire. Donc maintenant, dès que vous avez un transport de flux, que les terres sortent de votre site, ou alors si vous faites amener des terres, à ce moment-là, vous devez les déclarer à l'État via un registre qui s'appelle le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Donc c'est pas que pour les terres excavées, c'est aussi pour certains déchets inertes. Et ça, vous devez utiliser une application donc, qui s'appelle le RNDTS. Et puis enfin, en tant que maître d'ouvrage, généralement, pour tout ce qui est travaux de voirie, généralement vous avez des règlements de voirie. Et dans ces règlements de voirie, peut-être que de temps en temps, il faudrait les actualiser aussi, parce que il y a pas forcément il y a beaucoup de clauses qui favorisent les matériaux primaires et pas forcément la valorisation de déchets. Et finalement, quand vous sortez des terres pour travailler sur des canalisations, la plupart du temps, on ne peut pas remettre nos terres en place parce qu'elles ne respectent pas certaines préconisations des règlements de voirie. Et ce qui fait que les opérateurs sont obligés d'évacuer ces terres et d'en importer des nouvelles qui correspondent à ces règlements de voirie. Et quelquefois, c'est simplement de la méconnaissance et on se retrouve un petit peu coincé à produire des terres alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de les évacuer. Donc voilà quelques petits besoins auxquels vous pouvez être confrontés en tant que soit ensemblier urbain, mais aussi en tant que maître d'ouvrage. Donc au BRGM, on travaille pour le ministère en charge de la transition pour l'environnement. Et on aide le ministère pour développer des méthodologies pour essayer justement d'améliorer et de promouvoir la valorisation des terres excavées. Donc pour ça, on a produit des guides pour la valorisation en projet d'aménagement. C'est ce qu'on appelle globalement les guides BRGM ou les guides du ministère, parce que le CEREMA produit aussi des guides pour la valorisation en technique routière. Donc il y a différents guides selon qu'on veut les valoriser en projet d'aménagement ou en technique routière. Et puis au BRGM, on propose aussi des outils pour justement essayer de mettre la méthodologie de manière plus opérationnelle possible. Donc, on a notamment une application Terrasse que Samuel va vous présenter tout à l'heure, qui est une bourse aux terres en fait, qui permet de mettre en relation les producteurs de terre, les personnes qui ont trop de terre, avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. On développe aussi donc, le fameux registre national de déchets, terres excavées et sédiments, pour que vous puissiez déclarer vos flux de terre. Et puis, on propose également d'autres outils pour essayer de mieux déchiffrer la réglementation, pour que vous compreniez un peu mieux vos obligations.
Et puis pour vous tenir informé, donc on a un site internet qui s'appelle texte-infoterre.brgm.fr qui vous permet justement de retrouver toutes les informations, les guides, les outils. Et puis une newsletter qui paraît 1 à 2 fois par an, pas trop souvent, mais dès qu'il y a des actualités à savoir, voilà, ça vous informe sur tout ce qu'il faut faire sur les terres excavées. Donc voilà les 2 guides dont je vous parlais. Historiquement, ils sont sortis en 2013, puis ils ont été mis à jour en 2017 et 2020. Et il y a eu une révision en 2024, mais qui est identique à celle de 2020. C'est simplement de la mise en forme au niveau de la propos. Et donc ces 2 guides, ils permettent de valoriser nos terres, donc une fois qu'elles sont sorties de notre site, dans des projets d'aménagement. Donc on va pouvoir les utiliser sous des bâtiments, dans des aménagements routiers, mais aussi dans des espaces verts et dans des aménagements paysagers. Et donc globalement, on va vous donner des teneurs à respecter. Et si les terres que vous sortez respectent ces teneurs, vous allez pouvoir les valoriser dans tous ces usages. Voilà, alors peut-être à ce stade, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des remarques. Non, pas pour le moment. Alors je vais continuer moi sur la valorisation notamment. Hein. Alors on a parlé de valorisation en projet d'aménagement, hein, donc essentiellement en sous-couche, hein, on va dire, sous-couche de bâtiments pour des espaces verts. Une des pistes de valorisation qu'on a à l'heure actuelle, c'est de construire des sols fertiles à partir de terres excavées. Donc ça, c'est un sujet important à l'heure actuelle, du fait qu'en ville, on va avoir besoin d'espaces verts, et pour ces espaces verts, on va avoir besoin de terre végétale. Le problème, c'est qu'on importe beaucoup la terre végétale de zones agricoles, hein, et on est face à une situation où on veut préserver nos terres agricoles à l'heure actuelle. Et donc pour remplacer cette terre agricole, on va plutôt vouloir réutiliser les déchets de chantier, hein, qui sont produits en ville, en les formulant, hein, c'est-à-dire donc en ajoutant des amendements organiques, par exemple des composts. Hein. Et donc à partir de ces formulations, de ces recettes de sols construits, on va pouvoir recréer des espaces verts, par exemple en ville, voilà, avec des sols qui sont complètement fertiles dès le début. Donc on a fait de l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire qu'on a réutilisé des terres de chantier qui sont inertes par définition, on a remis du compost, on les a rendus vivants pour recréer ce qu'on appelle des sols vivants, voilà, à partir de déchets. Hein. Donc là, on voit alors l'avantage, c'est qu'on a les chantiers, des chantiers du BTP, il y en a de partout en France, voilà, dans ces zones urbaines. Donc la terre, c'est un matériau qu'on retrouve de partout, qui est en excédent, hein, donc qui vaut rien. Voilà. On peut avoir des diversités territoriales en termes de qualité de terre. Hein. On peut avoir des terres plus lourdes, plus légères, etc. Donc il faut faire avec, hein, on va dire. Mais ça reste que les terres excavées représentent un gisement important. Et donc là, on voit sur ce petit schéma, hein, que c'est un procédé parmi d'autres, hein, de construction de sol. Donc là, c'est typiquement une revitalisation de friches industrielles. Donc une friche industrielle qu'on a dépolluée. Hein. Et donc le sol, il n'existe plus, si vous voulez. En fait, le sol, il est complètement inerte, il a été décapé, etc. Donc là, l'idée, c'est de venir avec nos matériaux qui ont été formulés, hein, recréer des horizons de sol. Hein. On peut même aller jusqu'à recréer la nature, hein, c'est-à-dire recréer des horizons pédologiques, hein, pour rentrer un peu plus dans le détail, et reconstruire un sol vivant qu'on peut optimiser en fonction des besoins. Par exemple, si on veut faire un espace vert, je ne sais pas, un espace vert plutôt à destination ludique pour les enfants, etc., on peut avoir quelque chose qui soit où on peut végétaliser facilement, etc. Si on veut avoir un espace vert plutôt destiné à la renaturation ou à l'infiltration des eaux, on va travailler sur les horizons profonds qui peuvent infiltrer au mieux les eaux, par exemple. Voilà. Donc on peut vraiment travailler à l'infini comme ça. Donc c'est une belle solution de valorisation des terres excavées, cette construction de sol. Et de plus en plus, des entreprises, hein, des petites entreprises se mettent sur ce créneau-là pour essayer de construire de plus en plus de sols. Voilà. Alors, donc maintenant, on a parlé de valorisation. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les outils qui sont à disposition pour justement gérer ces terres excavées. Alors, un premier outil qu'on met en place, nous, au BRGM, c'est l'outil Terrasse.
Terrasse, qui est une bourse aux terres finalement. Hein. Donc en général, on le voit un peu comme le mythique des terres excavées, entre guillemets. Hein. Donc en gros, l'idée, hein, c'est un site internet hein, qui est complètement gratuit, une application qui est complètement gratuite. Hein. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en relation producteurs de terres excavées et receveurs via cette application. Hein, donc qui a une application, on voit, il y a une application SIG, donc une application cartographique, où on peut voir en temps réel ce qui est enregistré dans Terrasse. Donc par exemple, si on a des offres de terre sur Terrasse, on peut le voir. Si on a des demandes de terre sur Terrasse, on peut le voir. Et à partir de cette cartographie, on peut cliquer dessus hein, très, très simplement et aller voir si dans ma région, est-ce qu'il y a une personne qui donne des terres, parce que j'en aurais besoin pour emblayer sur un chantier particulier ou pour aménager mon territoire. Je ne sais pas si j'ai un projet d'espace vert ou autre. Voilà, donc c'est ce module-là hein, qu'on appelle la bourse aux terres. Voilà, avec sur cette application cartographique où on retrouve notamment plusieurs modules, notamment la cartographie des espèces exotiques envahissantes. Hein, Noémie l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet important. Donc voilà. Cette carte n'est pas limitée à la métropole, puisqu'on a aussi les Outre-mer qui sont représentés, notamment la Réunion, Martinique, etc. Voilà. Et donc, pour aller jusqu'au bout du processus, donc, les personnes peuvent se rencontrer dans Terrasse, déclarer qu'elles veulent échanger des terres excavées. Et à partir de là, on va mettre en place ce qu'on appelle une procédure de traçabilité, hein, parce que la traçabilité est obligatoire selon la réglementation déchets. Donc, très simplement, on va mettre en place un bordereau dématérialisé hein, de suivi de déchets. Et ensuite, ces informations sont bancarisées dans ce qu'on appelle le RNDTS, ce que vous a présenté Noémie tout à l'heure, qui est le Registre national des déchets, terres excavées et sédiments, qui est l'application obligatoire de déclaration des flux de terres excavées. Donc on voit qu'on a un lien entre cette application Terrasse, qui est une application complètement gratuite et on va dire qui n'est pas obligatoire, et ensuite la partie obligatoire. Hein. Donc là, je vais revenir un petit peu sur cette partie. Quelles sont vos obligations en matière de traçabilité maintenant de terres excavées? Alors, l'application RNDTS, c'est pour Registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Donc ça, c'est lié à un décret qui est paru en 2021 dans le cadre de la loi AGEC, hein, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est le décret traçabilité hein, de mars 2021, qui précise que l'État met à disposition une application pour déclarer les mouvements de terre. C'est-à-dire, à partir du moment où les terres elles vont sortir d'un site, il va falloir déclarer ces informations au registre, au RNDTS. Donc, en gros, c'est le BRGM qui s'occupe de la gestion de cette application, mais ces informations peuvent être consultées par les services de l'État, les DREAL, les régions, etc. Voilà. Donc, alors, un petit résumé de si on doit déclarer dans l'application RNDTS. On doit déclarer notamment si on est producteur ou gestionnaire de déchets et de terres excavées ou de sédiments. Alors, avec un volume minimal de 500 mètres cubes. Hein. En dessous de 500 mètres cubes, si vous avez un chantier de 500 mètres cubes, on considère qu'il n'y a pas d'obligation d'assurer cette traçabilité. Voilà. Par contre, au-delà de 500 mètres cubes, donc pour des chantiers un peu conséquents, les 500 mètres cubes, ça va très vite. Hein. Je vous rassure, 500 mètres cubes, on y est très vite. Hein. Et donc, vous devez déclarer les mouvements de terre à cette application au titre de producteur de déchets. Et ce qui est important de savoir, notamment pour toutes les collectivités, c'est qu'une mairie, par exemple, qui va déclencher un chantier, qui a des chantiers de voirie ou quoi, eh ben, elle va être considérée comme productrice de terres excavées. Ça ne va pas être l'entreprise de travaux publics qui va faire les travaux, qui va être producteur de déchets. Ça va être la responsabilité, ça va être la collectivité. Alors, sur RNDTS, heureusement, on a un système qui permet de déléguer, qui permet par exemple aux collectivités de déléguer la traçabilité des terres excavées aux entreprises de travaux ou maîtres d'œuvre, si vous passez par des maîtrises d'œuvre, etc. Donc ça, c'est un système assez simple où, par exemple, la collectivité, la mairie, va dire j'ai un chantier de telle date à telle date, donc je vais le déléguer ce chantier à mon maître d'œuvre et c'est lui qui va s'occuper de tout, qui va déclarer dans le RNDTS, etc. Et moi, j'aurai juste le visuel, comme quoi tout a été bien déclaré, etc. quoi. Donc ça, c'est une bonne option parce que souvent, voilà, les collectivités importantes, elles ont cette sensibilité-là, elles connaissent ces sujets-là. Par contre, les collectivités un peu plus petites,
n'ont pas ces informations en tête, quoi. Donc, sur la partie technique, je pense que c'est intéressant de déléguer à une entreprise de travaux publics ou un maître d'œuvre la traçabilité de ces terres excavées. Donc voilà. Alors après, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail hein, sur la partie. Alors il y a la partie receveur aussi hein, qui doit déclarer. Hein. Donc si vous recevez des terres, moi je ne sais pas, dans un contexte vous avez un projet d'aménagement, vous avez besoin de terres, eh ben, dans ce cas-là, vous devez déclarer aussi au titre de receveur de terres excavées. Et dans ce cas-là, le seuil de 500 mètres cubes s'applique aussi. Voilà. Donc vous l'avez vu, hein, alors j'ai pas passé la partie ICPE, etc., quand on fait de la sortie de statut de déchets aussi, mais un grand nombre d'acteurs est concerné hein, par ces déclarations RNDTS, et donc il y a ces obligations qui sont associées. Voilà. Alors après, qui c'est qui va consulter ces données? Ben, ça va être les DREAL par exemple, ça peut être les polices des maires, mais ces consultations vont se faire uniquement s'il y a on va dire des litiges ou des problèmes environnementaux consécutifs à, je ne sais pas moi, une utilisation de terres excavées. Et donc dans ce cas-là, les services de l'État pourront revenir sur les responsabilités. Qui c'est qui a produit ces terres et pourquoi finalement il n'y a pas eu de caractérisation suffisante parce qu'il y a eu un désordre environnemental, par exemple. Quoi. Donc, voilà. Donc c'est vraiment pour encadrer ces responsabilités que ce dispositif a été mis en place. Voilà. Donc, alors, il y a un site internet hein, avec toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, vous avez l'adresse ici. On a aussi des petits flyers hein, que vous pouvez vous procurer avec un QR code. Donc, vous avez toutes les informations par rapport à ça. Et donc je vais conclure hein, sur ce que vous devez savoir. Donc ce qu'il faut vraiment résumer de cette présentation hein, en une slide, c'est que les terres excavées, elles sont considérées comme des déchets dès lors qu'elles vont sortir du site de leur excavation et donc sont soumises à la réglementation déchets. Hein, voilà. Et donc en tant que producteur de terre, vous avez des obligations. Vous êtes responsable de votre déchet jusqu'à élimination ou valorisation finale. Hein. Et dans ce cas-là, vous avez des obligations en termes de caractérisation. Vous devez savoir ce qu'il y a à minima dans vos terres, hein, pour pas que, par exemple, si vous avez des terres polluées, voilà. En termes de valorisation, vous avez des devoirs aussi, voilà, en termes de valorisation et de traçabilité, notamment de déclaration au registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est qu'aussi il y a très peu de terres qui sont... Enfin, très peu de terre, il y a un tiers, hein, comme tu l'as dit. Après, il y a un autre tiers en comblement de carrière qui sont valorisés. Et quelque part, c'est dommage parce qu'effectivement, on comble des installations de stockage de déchets avec des matériaux qui peuvent être très intéressants, notamment pour faire de la reconstitution de sol, comme je l'ai dit tout à l'heure, construction ou reconstitution de sol fertile. Donc voilà, parce que quelque part, c'est de la terre, hein. Notamment, il y a des très bonnes terres, riches en matière organique, etc. Et c'est dommage de les mettre en centre de stockage plutôt que de les valoriser, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce sujet? C'est former vos services à cette thématique. Hein. Donc, nous, on propose des formations au BRGM là-dessus, mais on a en place aussi des webinaires. Vous pouvez aller voir les guides qu'a présenté Noémie tout à l'heure. Il y a les newsletters, notamment. Il y a aussi la solution de se faire appuyer par des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, voilà, sur ces sujets un peu techniques, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Et puis, ajouter notamment des clauses dans les cahiers des charges hein, sur le fait que je souhaite recycler, moi, le plus possible de matériaux. Donc, je souhaite utiliser des matériaux recyclés, par exemple, pour certains chantiers, quoi, typiquement. Voilà, les règlements de voirie aussi peuvent être légèrement assouplis pour justement inciter à cette valorisation. Et d'une part, et d'autre part, demander aussi le respect des obligations réglementaires, notamment liées à la traçabilité. Donc voilà, on en a terminé hein, sur la partie présentation. Donc après, nous, on avait vu ça de manière très interactive. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Bonjour, merci pour cette présentation très claire.
Isabelle Pion, je travaille à l'INRAE, donc sur les sujets agricoles et alimentaires. Je voulais savoir si la valorisation allait jusqu'à une utilisation pour de la production agricole ou alimentaire, par exemple dans des fermes urbaines. Oui, tout à fait. Alors, on y vient. Si vous voulez, au début, le sujet, d'ailleurs, il a été fortement porté par les collègues INRAE, notamment du LSE à Nancy. Hein. Le sujet reconstitution, enfin construction de sol à partir de déchets, c'est un sujet qui a maintenant 15 ans de retour d'expérience, mais plutôt sur la partie R&D. Et maintenant, là, le sujet commence à devenir mature et commence à devenir opérationnel. Voilà. Et à l'époque, on était plutôt sur une utilisation pour faire des espaces à vocation non alimentaire, c'est-à-dire aménagement, accompagnement de voirie. On a aussi des cultures non alimentaires type bois pour la biomasse énergie notamment, lin, etc. Mais depuis quelques années, on constate qu'on va vers des usages alimentaires. Donc il y a des projets en cours. Alors là, on est plutôt sur la partie R&D appliquée quand même. Hein. Et on a des projets en cours, notamment pour voir si ces sols construits peuvent être intéressants pour la culture alimentaire, notamment dans le cadre de jardins partagés, dans des milieux urbains voilà, qui ont été pas mal impactés par des friches industrielles, etc. Et donc on a des sujets en cours, notamment avec la métropole européenne de Lille, où on étudie ce sujet de culture alimentaire sur ce type de sol reconstitué, quoi. Bonjour, merci pour la présentation. Thibaut Decré, je travaille chez Brésillon. Donc on fait de la dépollution des sols, recyclage de friches. Et on fabrique entre autres cette fameuse terre fertile. Et la question qu'on se pose, c'est quoi les seuils à prendre pour référence? Parce qu'aujourd'hui, les guides de valorisation précisent qu'on ne peut pas utiliser techniquement les terres sans être recouvertes. Donc nous, avec un peu de bon sens, on arrive à en définir et à... Mais sanitairement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme guide de référence et comme seuil de référence? Oui, alors c'est une question compliquée, parce que vous l'avez dit, en fait, les guides, eux, ils excluent pour le moment la construction de sol. Si vous voulez, en fait, il y a eu un projet de refonte des guides méthodologiques de valorisation des terres excavées cette année, en fait, en 2024, hein, et qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Il y avait un GT ministériel, voilà, ils n'ont pas abouti. Et dans ce guide-là, on avait inclus la construction de sol. Donc on aurait pu utiliser ces seuils-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on conseille, même si c'est pas forcément, même si les collègues du ministère de l'Agriculture ils diront que c'est pas forcément adapté, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'utiliser la norme support de culture, la NFU 44551, même si elle va être revue et si elle va être écrasée entre guillemets par le décret socle commun qui devrait paraître cette année ou l'année prochaine, le décret socle commun donc, du code rural sur tout ce qui est matière fertilisante et support de culture. Voilà, on considère que c'est un support de culture dans ce cas-là. Mais c'est un petit peu biaisé parce que le ministère de l'Agriculture ne souhaite pas forcément aller dans cette direction-là. Donc on est un petit peu dans une zone un peu délicate quoi, de la réglementation. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de réglementation dédiée. Donc voilà. Donc, mais, ouais. Et du coup, ça c'est le cas pour les terres qui viennent de sites pollués. Par contre, pour les terres qui ne viennent pas de sites et sols pollués, là on peut appliquer le guide de valorisation pour les terres qui ne viennent pas d'un site pollué. Et là, il y a des seuils qui sont proposés en métaux notamment. Voilà, vous pouvez utiliser. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les personnes qui font des substrats fertiles, ils utilisent beaucoup la norme support de culture, quoi. Mais encore une fois, tout ça c'est très évolutif, hein, parce que cette norme-là, elle va être écrasée par le décret socle commun qui devrait sortir incessamment sous peu. Il y a les guides valorisation des terres excavées qui devraient être, enfin on espère qu'ils vont être revus l'année prochaine aussi. Donc voilà, c'est assez évolutif et il faut se tenir au courant, je pense. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si on est... Ah bah c'est midi et quart, donc normalement on a terminé, mais voilà. Merci à tous pour votre participation. Voilà, on a des petits flyers si vous voulez ici. Et sinon, rejoignez-nous au stand du BRGM aussi, le D37, c'est ça, hein, le D37 là. Voilà, si vous voulez échanger avec nous. Merci.